Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là parce que je vais parler de quelque chose que j'aime. Donc j'espère que vous aussi vous allez aimer. Et comme on ne se connaît pas beaucoup, je me suis dit que j'allais vous présenter mes parents en démarrage et je trouvais que c'était intéressant parce que comme ça vous allez mieux connaître et vous allez mieux savoir qui je suis. Donc je vous présente ma mère, Faye Dunaway dans Bonnie and Clyde, et puis mon père, bien sûr, Colombo. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en réalité, j'aime les histoires et je suis née dans les histoires. Je suis journaliste de formation. J'ai été auteur de séries télé pendant quelques années, enfin quelques mois, on va dire. Et puis, j'ai aussi travaillé en entreprise. J'ai été manager. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'ai un cabinet qui s'appelle SmartSide, effectivement, et qui travaille dans l'entreprise avec les histoires. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler et de l'entreprise et des histoires, avec un principe avec lequel on travaille depuis maintenant 6 ans, qui est que le management est une histoire. Alors attention, quand je dis le management est une histoire, ça ne veut pas dire qu'il est comme une histoire. J'aurais pu faire une analogie et puis dérouler l'analogie de l'histoire avec le management, mais ce n'est pas ça, c'est plus fort que ça. Le management est fait des mêmes éléments qu'une histoire. Et donc, on va revenir à la base. Qu'est-ce qu'une histoire ? Donc, si vous avez déjà essayé d'écrire quelque chose, vous savez que dans une histoire, il y a toujours 4 éléments clés. Donc, les écrivains, les romanciers, les scénaristes, tout le monde le sait, il y a 4 éléments clés. Le premier élément, c'est le héros. Le deuxième élément, nom un peu barbare, mais les scénaristes l'utilisent, c'est l'ordonnateur. Troisième élément, le méchant. Quatrième élément, la récompense. Ces 4 éléments font une histoire. Quelle que soit l'histoire, qu'elle soit filmée ou écrite, ces 4 éléments constituent une histoire. Et mon boulot aujourd'hui, c'est de vous montrer que ça fait 6 ans qu'on travaille avec ces concepts et que ça fait 6 ans que ces 4 éléments nous ont permis de booster l'efficacité, la performance dans l'entreprise et des managers et des collaborateurs. Donc on va démarrer par le début. Le premier élément, c'est bien sûr le héros. Vous savez ce que c'est qu'un héros ? Je ne continuerai pas si vous ne me dites pas oui ou non. Oui, c'est vrai. Alors c'est quoi un héros ? Un héros, c'est une personne normale. Normale, vous, moi, on est tous des héros. Ce qui fait que c'est un héros, c'est deux choses bien particulières. La première chose, c'est que le héros fait l'action du début à la fin d'une histoire. On est d'accord jusque-là. Mais pourquoi il fait l'action du début à la fin d'une histoire ? Parce que ce héros a une quête, un Graal, un but, un objectif, peu importe comment on l'appelle, c'est ce qui va le mettre en mouvement. Et ce désir, cette quête, ce Graal, il repose sur un désir personnel. Je m'explique. Ulysse, il a fait la guerre de Troie, donc c'est sa quête, gagnée, mais il a un désir personnel. Il a le désir personnel de retrouver Pénélope et Télémaque, son fils. Donc il a une quête collective, gagner la guerre, et puis il a un désir personnel, sa femme. Donc en gros, le héros, c'est 2 choses. C'est un être normal qui a une quête collective, qui le dépasse, et un désir personnel. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que je suis sûre que vous allez penser que si je fais le parallèle avec le management, le héros sera le... j'en étais sûre. J'étais sûre que vous alliez me dire que le héros, ça allait être le manager. Pas du tout. Le manager, bien sûr, le collaborateur. Les héros dans l'entreprise sont les managers, les collaborateurs. Pourquoi ? Parce que 1, c'est eux qui font l'action. 2, ils ont une quête collective. Ils ont une quête qui les dépasse. Ça peut être plus 5% des ventes, installer un système d'information, une quête qui les dépasse totalement. Et puis un désir personnel. Le désir personnel, c'est un tas de choses qui peut être reconnu, évoluer,
apprendre, etc., etc. Évidemment, désir personnel. Et nous, on a travaillé beaucoup avec les histoires, et on s'est rendu compte, et vous n'allez pas me dire le contraire, que les héros ne sont pas tous les mêmes. Ils ont peut-être tous la même quête, mais ils n'ont pas tous le même désir. Donc quand on a travaillé il y a 6 ans avec des sémiologues, des philosophes, des gens qui travaillent sur les mythes et les contes, on a répertorié un certain nombre de désirs personnels des héros de contes. Et on a recensé 12 grandes typologies de héros. Ces 12 grandes typologies de héros correspondent aux 12 grandes typologies de collaborateurs dans l'entreprise. Et oui, on est tous des héros dans l'entreprise si on est managé, et on a tous un désir personnel. Cet outil, c'est un vrai outil, c'est un outil avec lequel on travaille tous les jours. C'est un outil qui repose sur un test avec 72 questions qui vous permettent de savoir si vous êtes un héros, un collaborateur créateur, commandant, explorateur, magicien, etc. Donc en gros, ces 12 typologies-là, elles nous disent qui on est et quel est notre désir profond. Je vous donne un exemple. Le héros, le collaborateur, créateur, c'est quelqu'un qui a envie de durer. C'est quelqu'un qui a un désir d'éternité. Le créateur, c'est ça. C'est pas comme le fou du roi qui cherche à dénoncer. Le créateur, c'est quelqu'un qui va chercher à mettre en place dans l'entreprise des choses qui vont durer. Donc le désir d'éternité du créateur est à prendre en compte si on a envie de le manager d'une certaine manière. On ne managera pas un collaborateur créateur comme on va manager un collaborateur explorateur. On ne lui dira pas les mêmes choses. Et cet outil nous permet d'être extrêmement performant, surtout sur les générations Y. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que dans l'entreprise aujourd'hui arrivent des gens qui ont un désir personnel plus fort que la quête collective. On est d'accord là-dessus. D'ailleurs, même nous, on commence à avoir des désirs personnels plus forts que nos quêtes collectives. Donc tout l'enjeu, c'est de faire matcher les deux, de faire matcher la quête collective, l'objectif de l'entreprise, avec le désir personnel du collaborateur, pour en faire un héros en mouvement. Donc ça, c'est le premier élément d'une histoire et premier élément de la brique du management comme une histoire. Donc le héros est bien le collaborateur. Deuxième brique, l'ordonnateur. Déjà, je vous donne des indices avec cette photo. Donc l'ordonnateur, c'est un mot barbare, j'en conviens, il est moche. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il est moche, il vient de la gestion. Et ce mot veut dire fixer un budget. Les gestionnaires, les ordonnateurs, ce sont des gens qui fixent les budgets. Et dans une histoire, il y a toujours un ordonnateur, toujours. Dans une histoire, c'est celui qui va fixer la quête. C'est celui qui va dire, voilà quel est mon objectif, voilà quel est votre objectif, mes héros. Et donc, cet ordonnateur, ça peut être, dans une histoire, le roi. Vous savez, le roi dans les contes de fées qui dit « Cher héros, peux-tu aller tuer le dragon parce que ma fille est enfermée dans le donjon et il faut la libérer ?» Bon, après, l'histoire, c'est « Si jamais tu la libères, tu l'épouseras. » Mais en tout cas, l'ordonnateur dit « Peux-tu libérer ma fille qui est enfermée dans le dragon ?» Si je suis un peu plus moderne, je vais vous parler de Padmé dans Star Wars. C'est elle l'ordonnatrice dans Star Wars. C'est elle qui va faire en sorte que la République soit sauvée. C'est elle qui a cette quête collective. Ça va être aussi, peut-être que ça vous parle plus, encore plus récemment, enfin non, même pas plus récemment, c'est Morpheus dans Matrix, c'est M dans James Bond, c'est tous ces gens qui font que la quête existe, la quête collective existe. Et dans le management, c'est qui ? Bah oui, l'ordonnateur, c'est le manager. C'est lui qui est chargé de donner la quête collective. Et c'est son rôle à lui de faire coïncider la quête collective avec les désirs personnels. Donc, et d'ailleurs, si je reviens à mon parallèle des histoires dans Matrix, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Morpheus a eu énormément de mal à recruter Neo, à lui dire « tu es le héros et ton désir personnel d'être heureux peut coïncider avec la quête collective de tuer la matrice. »
Donc, le manager, c'est pareil. Sa grosse problématique, c'est de faire coïncider la quête, le plus 5% des ventes, avec le désir personnel d'un héros qui sera peut-être créateur, qui sera aussi, puisqu'il y a plusieurs collaborateurs, explorateurs, etc., etc. Et alors, comment on fait pour faire coïncider ses quêtes et ses désirs ? Le manager, il a un vrai boulot. Son boulot, c'est de définir une quête collective et émotionnelle. Comment il fait ? Il va devoir l'exprimer émotionnellement. Steve Jobs, par exemple, quand il exprimait une quête, il disait pas « je veux qu'on fasse plus 30% des ventes ». Il disait « je veux que toutes les personnes sur cette terre aient envie d'Apple ». En gros, il disait « désirabilité ». Il disait « mon désir à moi, c'est que tout le monde ait le désir d'Apple, même ceux qui ne peuvent pas se le payer ». Donc il exprimait de manière émotionnelle. Deuxième règle pour être un bon ordonnateur, pour fixer une belle quête et faire matcher les désirs personnels, c'est de parler à chaque collaborateur avec les mots qu'il peut comprendre. Si je dis tu dois faire 5% des ventes, plus 5%, ou si je dis tu dois installer un nouveau système d'information en 2 mois à un héros créateur, il s'en fout. Pourquoi il s'en fout ? Parce qu'il ne comprend pas ces mots-là. Parce que lui, son désir personnel, c'est de durer. Donc il va falloir lui dire, le système d'information que tu vas installer va permettre de changer la vie de l'entreprise durablement, de manière pérenne. Si on ouvre à un héros, collaborateur, explorateur, il faudra lui dire, si tu installes ce système d'information, tu vas ouvrir de nouvelles voies à toute l'entreprise. Puisque la quête du héros, le désir du héros explorateur, du collaborateur explorateur, c'est d'ouvrir de nouvelles voies, de défricher de nouvelles voies. Donc à chaque fois qu'un manager ordonnateur devra fixer une quête, il le fera collectivement et individuellement par rapport aux typologies de collaborateurs qu'il aura en face de lui. Donc on a vu 1, le héros, les collaborateurs, 2, l'ordonnateur, le manager. Il nous reste à passer à mon personnage préféré. Oui. Pourquoi c'est mon personnage préféré ? Parce que je sais, par expérience, qu'une belle histoire, une bonne histoire, c'est une histoire dans laquelle il y a un bon méchant. S'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de héros. Donc il y a toujours une face négative ou positive. Mais s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de héros. Pourquoi ? Parce que ce méchant, il va exacerber l'envie de se battre du héros, le désir du héros. Et en fait, la fonction d'un méchant dans une histoire, c'est de s'opposer à la quête collective. C'est d'être le dragon, c'est de bloquer l'accès à la princesse. C'est d'être Dark Vador, de bloquer l'accès au bien. Donc en bloquant l'accès à la quête, le méchant déclenche quelque chose d'extraordinaire que tout le monde ressent quand il va voir un film, c'est l'envie de se mobiliser pour le dézinguer. Donc c'est toute cette énergie, ce désir de se battre qui va transcender les désirs personnels de chacun. Et donc, chez nous, alors je ne suis pas matheuse, mais quand même, un peu, j'ai mis en équation ce que je viens de vous dire. En gros, ce qui se passe quand on a un méchant dans une histoire, on fait méchant plus quête égale désir de se battre. C'est pour ça que définir un bon méchant dans une histoire est très importante. Ça va générer de la mobilisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de management ? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que le boulot de l'ordonnateur, ce n'est pas seulement de fixer une quête collective, ce n'est pas seulement de savoir parler aux désirs personnels de chacun, mais c'est aussi de trouver la juste bataille, la bonne bataille. Et on sait qu'une bonne bataille, je vais vous donner un exemple après, très concret, très réel, vous allez le reconnaître. La bonne bataille, c'est 2 règles. Le bon méchant, c'est 2 règles. La première règle, c'est qu'il faut savoir si un méchant est intérieur ou extérieur. Est-ce que c'est moi le méchant ? Dans Spider-Man, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un des épisodes,
il se transformait un peu en bouffon vert, il devenait un peu méchant, il devenait un peu mauvais. Donc la menace venait de lui. Dans James Bond, le nouveau, Daniel Craig, que j'apprécie particulièrement, il y a beaucoup de femmes au genre là ce matin, donc vous allez me comprendre. Donc Daniel Craig, non pardon, James Bond. James Bond, c'est un méchant, c'est un gentil méchant, c'est un héros, un James Bond un peu sulfureux. On a fait entrer dans ce James Bond lisse et gentil quelque chose d'un petit peu plus méchant. Donc la menace vient de lui. Dans le management, c'est pareil. Est-ce que moi, manager, je dois considérer que la menace vient de l'intérieur, mon organisation, certains collaborateurs, etc. Ou est-ce que je dois considérer que la menace vient de l'extérieur? Et si elle vient de l'extérieur, tornade pour Bruce Willis, par exemple, dans certains films catastrophes, dans les histoires, mais en management, est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que c'est un autre service qui développe un produit qui cannibaliserait le mien, etc., etc. Donc, est-ce que c'est ma menace, elle est intérieure ou extérieure? Je dois me fixer une priorité. Parce que sinon, si je ne le fais pas, mes héros vont tourner en toupie. Ils vont être, une fois, contre l'organisation. Ça, on le voit très bien dans les entreprises. C'est, ouais, c'est sympa, les plus 5%, mais franchement, on n'a pas la moitié des trucs pour le faire, je ne suis pas content, etc. Donc, si la priorité est l'interne, il faut gérer l'interne, l'intérieur. Si la priorité est l'externe, il faudra mobiliser vers un méchant extérieur. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, et là, je retombe sur une histoire, je reviens à l'histoire. Par expérience aussi, un méchant égale une histoire. Il ne peut pas y avoir plusieurs méchants dans l'histoire. Ce n'est pas possible. Batman, 3 épisodes, 3 méchants. Le pingouin, je ne sais plus quoi, et puis... oui. Et puis le Joker. Donc à chaque fois qu'il y a un méchant, il y a une histoire. C'est pareil dans le management. L'ordonnateur, le manager doit dire « j'ai un méchant et sur cette mission, il y a un seul méchant. C'est ma priorité, on y va. » C'est comme ça qu'il va mobiliser. Je vais vous donner un exemple, et je n'ai pas pris un exemple exprès dans l'entreprise, pour vous montrer à quel point cet outil il est puissant. Vous vous souvenez de la présidentielle 2012 ? Ça va. Ça va. Donc vous vous souvenez de la présidentielle 2012 ? 2 héros candidats. Je passe les autres, puisqu'il en restait 2. Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy. OK ? Pardon ? On va voir. Donc en gros, 2 campagnes, une de 2 mois, une de 6 mois. Nicolas Sarkozy, 3 méchants. 3 méchants en 2 mois. Premier méchant, lui-même. Il a annoncé quand il était candidat, il a dit « Je suis candidat, j'étais pas un bon président tout le temps, mais j'ai changé, j'ai appris de mes erreurs, je deviens un super candidat. J'ai vaincu ma part d'ombre. » D'accord ? Deuxième méchant, quelques semaines plus tard, crise de la Grèce. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, il a couru partout, il est allé à Bruxelles, etc., très compliqué. Il a dit « Je suis le bon candidat parce que je vais vaincre la dette. » Quelques semaines plus tard. Et quand il a dit « Je vais vaincre la dette », gros problème, là encore, de verbalisation. La moitié des gens ne savaient pas ce que ça voulait dire, c'était très loin d'eux. Pas de désir personnel pour ce méchant, pas de mobilisation, pas de quête intéressante pour les gens de la vie de tous les jours. Donc, méchant moyen, donc il est passé de moi-même à méchant, et méchant extérieur. Troisième méchant, fin de campagne, l'affaire Mera. Moi, je suis le bon candidat pour vaincre l'insécurité. 3 méchants, 2 mois. Voilà. Deuxième candidat, M. Hollande. François Hollande, 6 mois de campagne. 1 méchant, un seul. Et la verbalisation de ce méchant est très importante, vous allez voir pourquoi, avec cet exemple qui est très probant. Il n'a pas dit la dette, il n'a pas dit Sarkozy, il n'a pas dit moi-même, il a dit l'argent. Et ça a été extraordinaire ce mot, parce que la verbalisation de ce méchant avec ce mot-là encapsulait
toutes les peurs, a mobilisé toutes les peurs des Français. Quand il était devant un prime time totalement grand public, il a dit « l'argent, c'est le pouvoir d'achat. Moi, je vais remonter le pouvoir d'achat ». Quand il était devant des gens un petit peu avertis, il a parlé de la dette. Ça correspondait, l'argent, c'est la dette. Quand il était face à des gens qui étaient inquiets par le pouvoir de la haute finance, il a dit « moi, je vais vaincre les dérives de la finance ». À chaque fois qu'il était devant un public, il a adapté ce mot, mais le méchant universel qu'il a choisi, l'argent, lui a permis d'être compris de tous et de mobiliser ce désir-là, d'aller voter. D'accord ? Donc en gros, verbaliser un bon méchant, être dans une universalité du méchant est très importante. C'est pareil dans le management. Quelquefois, on passe 2/3 de la mission qu'on fait dans les entreprises à définir le bon méchant. Parce que quand on a un bon méchant, une bonne bataille, je ne vais pas vous l'apprendre, généralement on va plus vite. Donc on a vu, ça c'est un teaser pour messieurs, et pour mesdames aussi, hein, parce que 007 c'est pas mal non plus. Donc en gros, on a vu 1, le héros, les collaborateurs, 2, l'ordonnateur, le manager, avec cet objectif de définir une quête et de comprendre les désirs personnels. Et on vient de voir le méchant, qui est dans les attributions du manager, définir un bon méchant, un juste méchant. Et là, on va voir le dernier élément, vous savez ce que c'est, parce que je vous l'avais dévoilé au début, la récompense. Voilà. Donc une récompense, c'est la fin d'une histoire. Dans toutes les histoires, il y a une fin, et heureusement. Bon, alors quelquefois, il y a une fin avec une question, ça fait un épisode 2. Je vous la mettrai à la fin, l'épisode 2 pour moi. Mais en tout cas, la récompense, c'est la fin de l'histoire. Il faut qu'il y ait une fin. Pourquoi il faut qu'il y ait une fin ? Parce qu'une histoire, c'est une transformation. Et vous n'allez pas me dire le contraire. Quand on rentre dans une histoire, le héros, il est en déséquilibre. Il y a un truc qui ne va pas. Et puis quand on sort d'une histoire, ce déséquilibre est réglé. Généralement, il a tué le méchant, il a vaincu ses propres peurs, il a grandi, etc., etc. Je reparle de Star Wars, Luke Skywalker. À la fin des épisodes, ça devient un vrai Jedi. Il a grandi. Donc en gros, une histoire, ça passe d'un déséquilibre à un nouvel équilibre. Eh bien, une mission dans une entreprise, c'est pareil. Donc je ne vois pas pourquoi, dans une entreprise, à la fin d'une mission, le manager ne s'occuperait pas de la récompense. Alors, je ne parle pas des bonus, il y en a, mais je parle de 2 choses. Une récompense, c'est toujours collectif. Astérix, il y a toujours un banquet à la fin. C'est normal, on célèbre ce qu'on a fait. Donc ça peut être à la fin de l'année, ça peut être à la fin d'une mission, mais en tout cas, il y a une célébration collective. Et puis, il y a une récompense individuelle. Cette récompense individuelle, nous, quand on travaille dans les entreprises, on travaille sur les entretiens d'évaluation. Et on met dans l'entretien d'évaluation le désir personnel du collaborateur. C'est-à-dire que s'il est explorateur, on sait que son désir personnel, c'est de défricher de nouvelles voies. Ça va apparaître dans l'entretien d'évaluation. Et à la fin de la mission, à la fin de l'année, on va regarder comment il a évolué par rapport à ce désir. Quel est son nouveau statut, son nouvel équilibre à lui. Et il va être récompensé, entre guillemets, soit avec des choses très tangibles, matérielles, soit avec des choses un peu plus intellectuelles, entre guillemets, enfin en tout cas moins tangibles, pour l'emmener plus loin dans son désir personnel. Donc cette récompense, elle repose bien sur 2 grands piliers, toujours. Par rapport à la quête collective, qu'est-ce qui s'est passé? Si ça a réussi, on célèbre. Si ça n'a pas réussi, on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et par rapport au désir personnel, comment chaque collaborateur a évolué par rapport à son désir personnel. Donc, en gros, cette récompense, elle vient sonner la fin de l'histoire et elle vient sonner la fin des 4 éléments que je viens de vous énoncer comme étant des piliers du management. Mais je voudrais en rajouter un 5e. Vous m'avez entendu parler beaucoup, d'un 5e élément, sans vouloir faire de jeu de mots, mais quand même, le désir. Et le désir, c'est ce qui va tendre une histoire du début à sa fin. C'est ce qui va soutenir l'intérêt, l'attention.
Les désirs, l'histoire, c'est une histoire. Les histoires ne sont que des mises en orchestration d'un désir. Désir du héros, désir de l'ordonnateur, désir du spectateur. Ce n'est que ça. Ce désir, aujourd'hui, dans l'entreprise, il n'est pas nommé comme ça. On l'appelle motivation, on l'appelle de plein de façons différentes. Nous, on l'appelle désir, parce qu'on pense que on est unique, il n'y a plus de frontières entre le personnel et le professionnel, et que son désir personnel, il doit aussi s'exprimer dans l'entreprise. Donc ce désir, il sous-tend les histoires et il sous-tend le management. Il va plus loin que la motivation puisqu'il va toucher des ressorts personnels. Donc ce 5e élément, il est majeur pour vous dire que tout le management, comme les histoires, repose sur le désir. Donc il va falloir demain travailler sur ce désir en comprenant exactement qui sont les collaborateurs que j'ai en face de moi, quels sont leurs désirs personnels, en définissant une quête collective qui va transcender et mobiliser ces désirs, grâce à un juste méchant, et savoir récompenser collectivement et reconnaître le désir individuel. Donc voilà pour ma démonstration du management est une histoire. Parce que moi, j'ai envie que vous partiez avec une chose, c'est que pour nous, pour moi, les managers, leur boulot, c'est de faire vivre des aventures à leurs collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils doivent vraiment penser que ce sont des héros et qu'à chaque moment où le manager va donner une mission à ce héros, il va rentrer dans une histoire. Donc, comme dans une histoire, il va falloir penser à tous les éléments dont je vous ai parlé. Ben voilà, je crois que j'ai terminé. Je vous souhaite de très belles histoires. Merci, merci. Bonjour. Comment faire quand une histoire est longue? Alors, on la coupe en épisodes. Alors, je vous l'ai dit, une histoire, c'est un méchant. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs méchants dans votre histoire? Est-ce qu'il dure, ce méchant? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des petits méchants intermédiaires pour remobiliser? C'est ma question pour vous. Oh, je pense qu'on peut toujours découper, mais du coup, est-ce qu'on n'arrive pas à la situation avec 2, 3 méchants, justement, que vous expliquiez tout à l'heure? Ou sinon, il faut peut-être les tuer au fur et à mesure, sans avoir le méchant final en vue? Alors, moi, ça dépend. Normalement, oui, c'est ça. C'est que c'est des méchants intermédiaires. C'est que la priorité, elle n'est pas sur... Après, ça s'appelle du leadership. C'est l'épisode 2, donc de la conférence de l'année prochaine ou autre. En tout cas, le leadership, c'est savoir garder un cap en mettant des objectifs intermédiaires, donc en mettant des méchants intermédiaires. Et les méchants intermédiaires, ça va permettre de remobiliser l'énergie en permanence. Je donne un exemple dans les histoires. Desperate Housewives, un pitch, donc un seul sujet, 700 épisodes. C'est long. Ben, ça mobilise des téléspectateurs à chaque épisode parce qu'à chaque épisode, il y a un méchant. Donc en gros, l'idée, c'est découper le gros méchant. Alors là, je vais la faire comme je ferai à mon fils. C'est quand on veut manger une baleine, on la découpe en petits morceaux. Donc quand elle est très 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 grosse, quand c'est une très grosse mission, ben, on va faire des petits méchants pour pouvoir mobiliser à chaque fois et faire des épisodes différents. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. On sait très bien que le rapport au travail et les stéréotypes ne sont pas du tout les mêmes d'une culture à l'autre. L'Occident, l'Orient, l'Afrique, etc. Vous faites comment pour gérer une histoire quand on est dans une entreprise multinationale, avec des équipes qui sont réparties dans tous les pays? J'adore cette question, mais vraiment. Parce que, mais on pourra en parler après, pour moi l'histoire est universelle. C'est-à-dire que Cendrillon, c'est pareil dans tous les pays du monde. En tout cas, le bien, le mal, le méchant, le gentil. Et c'est pour ça que le système marche. Alors nous, on travaille avec des entreprises américaines, on travaille avec des entreprises canadiennes aussi, puisqu'on est à Montréal et à New York. Alors effectivement, c'est la même culture. On ne travaille pas avec l'Afrique, je suis d'accord. Kirikou, on connaît un peu, mais non,
je rigole. Je pense que le bien et le mal, effectivement, c'est universel. Et le méchant dépend de la culture. Nous, on n'est pas là pour fixer des méchants. C'est l'entreprise, c'est l'équipe qui va trouver son méchant. Nous, on est là pour garantir un système. Et ce système, il s'appuie sur le héros, la quête et le méchant. C'est universel. Derrière ce qu'on y met, effectivement, c'est culturel. Je suis d'accord avec vous. Mais j'adore cette question parce qu'on en a parlé des heures et des heures avec certaines équipes. Je crois que je n'ai pas répondu. C'est ça ? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je veux bien avoir une fille qui me... C'est le travail d'équipe, merci. Quand vous parliez tout à l'heure des 12 profils, et vous vous adressez à une audience qui est très large, où vous avez vraisemblablement tous les profils mélangés. Donc, quand vous parlez à l'individuel, c'est quoi les types de stratégies, de communication pour essayer de toucher le plus de personnes ? Vous parlez de l'individuel Vous parliez tout à l'heure l'explorateur, le créateur, c'est pas les mêmes choses qui vont leur parler. Donc quand vous adressez à une audience large, comment vous faites pour essayer de rassembler au maximum ? Vous parlez de la sémantique des profils ? Oui. Alors, vous avez raison sur un point, c'est que j'ai été très light dans ce que je vous ai montré. Chaque profil est illustré chez nous par un petit livret avec des images, avec des forces, des faiblesses et une définition de ce que c'est. Aujourd'hui, c'est notre sémantique à nous. Elle marche de manière à peu près universelle, en tout cas dans ce qu'on a rencontré. Mais vous avez raison sur un point. Par exemple, le commandant, dont je n'ai pas parlé, qui est un des profils, son désir, c'est de commander. Étonnant. Dans certaines entreprises, on parle du roi, alors que le roi, c'est l'ordonnateur. Eux, ils ne comprennent pas le commandant, ils comprennent le roi ou le général. Donc, effectivement, il y a quelques mots, quelquefois, qui changent. Est-ce que c'était votre question ? Pas complètement, mais ça donne un autre aspect. Non, mais en termes de technique de communication, oui. Vous vous adressez à une large audience, vous leur présentez une quête, vous essayez de les toucher pour que individuellement ça leur parle. Est-ce qu'il y a des recettes ? Est-ce que vous les morcelez ? Vous essayez de cibler certaines audiences plus que d'autres, les casser en morceaux ? Enfin, je sais pas. Je vous donne un autre exemple. Moi, je prépare beaucoup des patrons à des... Il y a des journalistes dans la salle ? Je prépare beaucoup les patrons à des interviews. Et souvent, je leur dis, quelle est votre quête ? Alors, ils me disent, moi, ce que je veux montrer, c'est qu'on va être très, très gros demain, qu'on va... machin, très bien. Et on se concentre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur le méchant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que lorsque on donne une juste bataille, un bon méchant, le journaliste va se... Il n'y a pas de journaliste, hein, c'est sûr. Hein. Il va se recadrer sur le méchant. Donc en gros, la quête, nous on ne donne aucune quête. Hein. Alors, pour revenir, nous on accompagne les gens, c'est eux qui font le contenu. Nous on est là pour garantir le système. Donc si la quête, elle est formulée par la personne qui est en face, elle est normalement bien formulée. Par contre, elle peut ne pas matcher avec le bon méchant. Et du coup, le système ne marche pas et il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible face à un journaliste, il n'est pas crédible face à une audience interne quand on a envie de communiquer quelque chose. Mais généralement, le système fonctionne très bien. Les mots qu'on va mettre derrière, ce ne sont pas les nôtres, ce sont les vôtres. Donc nous, on garantit vraiment la cohérence et la crédibilité du système. Et comme on vient tous, chez nous, du monde des histoires et du consulting, notre obsession à nous, c'est de dire « mais non, tu fais un super mauvais épisode avec ça. Parce que ton méchant, il n'est pas cohérent avec ta quête. Ça ne marche pas. » Donc nous, on travaille vraiment sur le système. Les mots sont les vôtres. Et c'est là où on aime ça, parce que tout d'un coup, pour vous, enfin en tout cas pour les gens avec qui on travaille, ça devient un bonheur. Je les vois, moi, ils ont la banane. Ils comprennent que leur méchant, c'est le dragon concurrent. On ne va pas parler d'Orange et de Free, mais c'est très drôle, parce que là, c'est vraiment un conte de fées, Orange et Free. Quand on sait que Xavier Niel, lui, son
son héros, enfin lui il s'est pris pour un héros, Robin des Bois, et tout le marché s'est dit oh là là, il va faire baisser les prix, mais en réalité il a été plus malin que ça. Alors je travaille pas pour Free, hein, et j'ai pas d'affection particulière pour Free, je dis juste de manière neutre, ce qui s'est passé, c'est que Xavier Niel a fait passer tout le marché pour des méchants. Et tout le monde s'est attaqué au prix, en fait. Ils ont tous dit, oh là là, mais il est en train de faire baisser le marché, c'est horrible, il est en train de tuer la téléphonie, et il y a eu d'autres répercussions. Mais en réalité, ce qui était le plus horrible, c'est que les acteurs historiques sont passés pour des méchants. Et ça, c'est typiquement du domaine de l'histoire. C'est-à-dire que quand on joue comme ça à renverser des situations, c'est avec le méchant qu'on le fait. Ça va ? S'il vous plaît. Ah oui. Merci pour votre intervention. Comment on fait quand on ne trouve pas un gros méchant, quoi ? Parce que voilà, quoi, dans la vie de tous les jours, un truc assez répétitif, voilà, c'est un peu plan-plan, quoi. Et là, je vais vous demander de réfléchir à des histoires que vous connaissez qui sont très routines. Moi, ça me va. Vous m'entendez ? Donc, je vais vous demander de réfléchir à des histoires qu'on connaît tous et qui sont dans la routine. La dernière histoire que j'ai vue qui était très routine, c'était Rebelle, je crois. Moi, je suis très dessin animé. Hein. Rebelle, elle en avait marre de sa vie de fille, un peu plan-plan, avec ses parents, tout ça. Donc, elle a décidé de faire autrement. Et puis, il y a eu plein de répercussions. Donc, nous, on va partir dans cette histoire-là. Puis, on va l'appliquer à vous. Et on va regarder ce que ça donne en analogie. Mais en tout cas, pour le management, la routine est un vrai sujet. Un vrai sujet. Et oui. Oui. Comment vous vous y prenez quand l'histoire se termine mal ? Je suis là, à votre droite. Pardon. Non, aucun problème. Désolée. Si l'histoire se termine mal, est-ce qu'il y a des moyens pour ressusciter les héros ? C'est une très très bonne question parce que dans les histoires, ils meurent et puis ils se marrent à l'intérieur parce qu'ils vont vivre 2 minutes plus tard. Mais dans la vraie vie, c'est un peu compliqué. Et alors j'ai eu ça hier, c'est marrant, parce qu'on m'a dit comment je fais sur un échec. Bon, un échec, c'est un échec. Hein. Moi, j'ai l'habitude de dire que... Alors, il y a des épisodes qui se finissent mal. Vous savez que c'est les films qui marchent le moins bien. Les films qui se finissent mal. Donc, en gros, le seul truc qu'on peut faire, c'est essayer de tirer des leçons pour repartir sur une nouvelle histoire et faire très, très attention. Généralement, les échecs, et c'est ce qu'on a vu, nous, c'est quand on a mal évalué le méchant. J'arrête pas avec le méchant, mais c'est vrai que c'est un personnage central, c'est-à-dire qu'on a mal évalué le méchant. On n'a pas compris que le méchant était interne. Ça nous est arrivé une fois. Où y a eu un problème d'organisation. On a cru que, et puis finalement, on s'est planté de méchants. Et donc l'histoire part mal. Elle part mal jusqu'au bout, et c'est un échec. Donc après, lessons learned, enfin enseignement, etc. Mais il n'y a pas vraiment de, comment dire, aidez-moi, de recette. C'est un échec. Il faut repartir. Il y a plein de films où les héros se plantent. Généralement, ils se plantent toujours avant de réussir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je parle de Rambo. Il se fait toujours rétamer avant de... Pareil pour Rocky, c'est pareil. Il y a toujours un combat où il se fait bien et puis il repart. Donc voilà, je vous encourage à voir la deuxième vidéo de Steve Jobs à Stanford où il parle de l'échec et où il dit que s'il ne s'était pas fait virer d'Apple, il n'aurait jamais monté Pixar. Bon, c'est peut-être un moyen de retrouver son désir personnel. Voilà. Est-ce qu'on a fini l'histoire ? Merci beaucoup.